Je vais vous parler d'économie. Hier, j'ai assisté à une réunion rue Barreau avec un groupe qui se réfère au pasteur Moon, fameux Moon, et on a parlé notamment de la dualité, de est-ce que Dieu est double, l'homme et la femme, etc. Il a créé, etc. Adam, homme et femme, etc. Et et puis en plus, j'ai aussi eu un entretien avec une société de communication qui me proposait de mettre au service des personnes dont j'ai fait les interviews au cours de ces dernières 8 années, euh, une application qu'on peut retrouver sur les mobiles et qui permettrait de rendre un certain nombre de services, notamment pour les consultations par téléphone ou par Skype, etc. Alors quel rapport entre ces deux moments de la journée d'hier? Eh bien dans les deux cas, on a le mot service qui revient. En fait. Quand il y a une dualité, il y en a un qui doit servir l'autre, qui doit servir à l'autre. Et là, cette société, eh bien, elle essayait de vendre ses services. Et que moi, je propose certains services aux astrologues ou aux voyants avec lesquels j'ai pu avoir des rapports. Et on s'aperçoit que tout employé est quelqu'un qui propose ses services à un employeur. Que tout commerçant est quelqu'un qui propose ses services à ses clients. Donc, le mot service qui renvoie bien entendu à serviteur, voire même à esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui est quelque part subalterne, un domestique, un serviteur, eh bien, il essaie de prendre le pouvoir en vous proposant ses services. C'est-à-dire qu'il essaie de vous persuader que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Que vous avez besoin d'être accompagné, appareillé, assisté, etc., etc. Ou vous avez besoin tout simplement d'acheter tel ou tel outil, tel ou tel document, tel ou tel objet. Autrement, votre vie sera beaucoup plus pénible, monotone, etc., etc. Alors, on a là toute une structure économique, on a là toute une pensée économique. Donc, on peut prendre le contre-pied de cette pensée économique sous-jacente, qui sont l'aller de soi. J'achète quelque chose parce que ça me manque, parce que j'en ai besoin. On sait ce que c'est que les besoins. On peut vous créer des besoins, bien évidemment. Alors la question est de savoir est-ce qu'une société peut fonctionner sans entrer dans cette logique du service. De même qu'est-ce qu'on peut créer une géométrie qui ne soit pas euclidienne et qui ne passe pas par la question des droites, etc. Moi je réponds que oui. Je réponds que l'économie du XXIe siècle pourrait éventuellement, paradoxalement, aller vers la fin des services. Ou plus exactement, la fin des services extérieurs à nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà nos propres serviteurs dans notre corps. C'est-à-dire la dialectique entre le corps et l'esprit. Notre estomac, nos poumons, notre cœur sont des serviteurs, sont nos serviteurs. Mais ce sont des serviteurs qui nous sont donnés, pour reprendre l'expression, qui nous sont donnés à la naissance, et donc, pour reprendre l'expression de l'Évangile sur les talents, la question de savoir ce que nous faisons de nos talents. Alors, quand on parle de talent de quelqu'un, c'est quelque chose qu'il a en lui, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est une petite. Donc, nous avons déjà des talents, dans tous les sens du terme, que ce soit de l'argent, puisque les talents c'était autrefois des pièces de monnaie. Dans le cas de la Merlin, c'était des pièces de monnaie. Mais on en a fait quelque chose de beaucoup plus intelligent quand on parle du talent de quelqu'un ou du génie de quelqu'un. Génie aussi, ça vient d'un mot qui veut dire quelque chose qui est congénital à la limite, qu'on a à la naissance. C'est pas non plus, ça passe maintenant la notion de création, c'est aussi le fait qu'on est avec cela. Et d'ailleurs, on parle de nos géniteurs. Et donc,
est-ce qu'on ne peut pas revenir à une économie où l'on se contente des ressources dont on dispose, sans avoir besoin de recourir aux services, de faire appel aux services d'autrui. Ce fameux autrui, n'est-ce pas, dont on nous rabat les oreilles, dont on nous rebat les oreilles, qu'il faudrait, voilà, l'autrui avec lequel il faut communiquer, il faut échanger, etc. Je ne suis pas du tout convaincu que cette notion d'altérité est un grand avenir désormais. Hier, dans la discussion que j'ai eue avec ce groupe Moon, j'ai dit à un moment donné, vous savez, on peut siffler, on n'a pas besoin d'une flûte. Justement, le sifflement, ça fait partie de nos talents, c'est des choses que nous avons en nous. On n'a pas besoin d'utiliser du fer, du bois pour faire une clarinette, ou pour avoir du plastique, ou pour faire du hautbois ou de la flûte. Alors le type en face, il me dit, ah oui, mais vous comprenez, on peut faire beaucoup plus belles choses avec des instruments qu'avec ce que nous avons en nous. Bon. D'abord, premièrement, on peut chanter aussi, avec ses propres talents, si on peut dire. Et puis je lui ai dit que le sifflement était porteur de beaucoup plus de capacités, de facultés musicales qu'il ne l'imaginait. Mais c'était intéressant qu'il réponde comme ça. Ah oui, mais si vous utilisez tel et tel instrument, ça ira encore mieux et ça sera encore plus beau. C'est une espèce de surenchère comme ça, ah, ça sera mieux. Et le mieux est l'ennemi du bien, je crois avoir entendu, et je crois beaucoup à cette formule. Donc, n'oublions pas que dès qu'on utilise des éléments étrangers, on est dans une forme d'aliénation. Le mot veut dire bien ce qu'il veut dire. On est dans l'aliénation. Donc, autrui peut être un élément, un facteur d'aliénation, absolument. Alors, bon, je ne veux pas revenir sur des questions d'ordre astrologique qui pourraient parasiter mon discours ici, qui se veut purement économique, mais il est clair qu'il y a des moments, cycliquement, où nous sommes peut-être plus enclins à faire appel aux autres, et d'autres moments où on n'est pas trop tenté de le faire. Donc il peut y avoir des processus, des modulations qui peuvent varier. Mais il n'en reste pas moins que l'idéal, éthiquement, c'est la personne qui est autonome. Bon, cela dit, on ne peut peut-être pas poser ce genre d'exigence pour tout le monde. Ça ne me gêne pas. Je ne cherche pas forcément des solutions qui soient valables pour tout le monde. Je pense qu'en tout cas que pour une certaine élite, pour la société dans ce qu'elle a de plus élevé, l'autonomie de ses membres est essentielle. Autonomie, c'est-à-dire le refus d'utiliser les services d'autrui. Ça ne peut pas être paradoxal, parce que justement, souvent, celui qui est en haut de l'échelle, il va distribuer le pouvoir, il va avoir des serviteurs. Donc le maître a des serviteurs, mais en même temps, le maître doit être autonome. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe quelque part, qu'il faudrait essayer de comprendre, et qui est un nœud de problème qui n'est pas facile de couper ou de trancher, mais effectivement, souvent, le chef, c'est celui qui est à la fois autonome, et c'est parce qu'il est autonome qu'il est le chef. Et on le sent, c'est-à-dire qu'il est capable, à lui tout seul, il peut se passer des autres. Et c'est parce qu'il peut se passer des autres qu'il peut faire appel à eux. C'est ce que je veux dire. Quelqu'un qui peut demander à une personne de le remplacer, ce remplacement ne peut être que ponctuel. Il n'est pas question que cette personne qu'il remplace ait quelque chose, ait un savoir qui manquerait à celui qui le nomme. Un Premier ministre doit être capable de faire le travail de ses différents ministres. Un président de la République aussi. Et son autorité, elle est là du fait que parce qu'il est capable de faire le travail de ceux à qui il a demandé de le faire, il est capable de contrôler ce travail, il est capable de, éventuellement, si la personne est déficiente, de le remplacer au pied levé, en tout cas de suivre ce qui se passe. Donc les conditions dans lesquelles on peut faire travailler autrui
elles doivent être gérées par des gens qui n'ont pas foncièrement besoin d'autrui, qui peuvent s'en passer. Et c'est parce que je peux m'en passer que je peux faire appel ponctuellement à celui-ci ou à celui-là. Voilà le deal qui est en cause. Alors, effectivement, je ne voudrais pas prolonger indéfiniment cet exposé, mais vous comprenez bien qu'il s'agit de démystifier la notion d'échange, par exemple. Il s'agit de démystifier la notion d'importation et d'exportation. Normalement, on n'a pas à importer. On n'a pas à importer. On doit trouver en soi-même des ressources, et si on s'occupe d'un pays, il faut exploiter au mieux les ressources de ce pays et se donner des valeurs et des usages et des besoins en accord avec ces ressources. Un pays qui a des besoins qui ne correspondent pas à ses ressources, ça ne va pas. Si quelqu'un veut consommer des fruits qui ne poussent pas dans son pays, c'est une aberration qui va avoir des effets écologiques, de transport considérables. Et même dans une région donnée, on doit consommer ce qui est propre à cette région. Et on doit également fréquenter les personnes qui sont là dans cette région. Que ce soit des artistes, des créateurs, etc. C'est-à-dire, il faut exploiter, mettre en valeur ce qui est dans cette région. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'humanité a progressé. Je pense notamment à Rousseau dans son traité, dans son discours sur l'inégalité, qui dit méfions-nous de tout ce qui vient nous aider de l'extérieur. Il faut d'abord apprendre à se développer de l'intérieur. Relisez ce discours de 1755, je crois. Et donc, voilà une nouvelle conception de l'économie. On pourrait parler de protectionnisme si on veut, mais je ne vois pas pourquoi on ne profiterait pas de la richesse qui est inhérente à un groupe donné, à un quartier donné, à un immeuble donné. Souvent les gens ignorent ce que fait leur voisin de palier, ignorent qu'il y a tel et tel auteur ou tel et tel compositeur dans leur arrondissement ou dans leur ville, et vont s'intéresser à ce qui se fait à 2000 km de là. Et ils vont consommer des produits qui ont été élaborés ailleurs. Par exemple, le simple fait, la grande gloire du cinéma français, c'est de faire un cinéma national. Il est totalement ridicule de voir des films américains où les gens n'ont pas la tête des Français, on n'a pas les valeurs des Français, n'ont pas l'humour des Français, et c'est pas parce qu'on aura traduit en français par post-synchronisation ou par sous-titres que ça réglera le problème. Alors vous me direz, ah oui, mais alors vous allez dans un monde où chaque société va être fermée sur elle-même, aura ses propres valeurs. Mais absolument. Même au sein de la France, je suis pour le communautarisme. Je suis pour que chaque communauté religieuse ou autre vive en cercle fermé, avec des gens de la même nature, du même profil, de la même origine, et qu'ils organisent leurs propres valeurs. Ça ne veut pas dire que ces différentes communautés ne vont pas communiquer entre elles, bien entendu, elles vont se côtoyer, elles vont se rencontrer, de toute façon elles vont payer des impôts, elles vont même peut-être parler la même langue, utiliser la même monnaie, mais il faut qu'elles ménagent leur propre spécificité, leur propre autonomie, leur propre valeur. Et dans ce sens-là, on peut très bien pratiquer une politique d'immigration intensive. On peut accueillir des millions d'immigrés à condition que ces immigrés ne soient pas intégrés de façon sauvage dans la société française, à condition qu'ils puissent vivre en autonomie, peut-être même dans certaines régions qui ont été désertifiées, ou dans certaines villes qui sont délaissées. Je n'ai pas du tout peur de cela. Et tout ça peut être extrêmement enrichissant, contrairement à ce qu'on peut croire. Bien entendu, il reste à l'État de maîtriser tout cela, en sachant que cet État, il a justement par le fait qu'il dispose de plusieurs communautés, il a une légitimité à annexer d'autres États ou d'autres groupes. C'est ça la dialectique que j'appelle la dialectique impériale.
Une société qui est diversifiée peut s'étendre à d'autres sociétés, à d'autres groupes. Une société qui est trop d'un seul tenant n'a pas vocation à s'étendre. C'est d'ailleurs un des problèmes de la société israélienne, comme de la société d'ailleurs allemande. C'est des pays qui ont une très forte homogénéité et qui en même temps se retrouvent dans une situation où, du fait de la guerre, ils vont se retrouver avec d'autres populations et ils ne savent pas gérer ces nouvelles populations. Alors soit ils les ignorent, soit ils les éliminent, enfin peu importe, mais de toute façon, la structure idéale pour un pays, c'est la notion de sociodiversité. S'il y a de la sociodiversité dans un pays, ce pays peut s'étendre, il peut accueillir l'étranger. Il peut s'étendre vers l'étranger ou il peut recevoir l'étranger qui est immigré. S'il est trop, comment dirais-je, unitariste, eh bien à ce moment-là, tous les problèmes de relations avec l'étranger seront des problèmes plus ou moins insolubles. Il faut renoncer au modèle intégriste, au sens de modèle d'intégration unitaire de l'ensemble, de creuset unitaire. D'ailleurs, le mot n'est pas valable aux États-Unis, on emploie le mot melting pot, mais en réalité, les États-Unis respectent d'une certaine mesure, beaucoup plus que les Français, la diversité des communautés, des origines, les Italiens, les Irlandais, etc., les différentes religions. On considère aux États-Unis qu'il faut appartenir à un groupe. Les gens ne sont pas américains seulement, ils appartiennent à une communauté au sein des États-Unis. Et ça fonctionne très bien comme ça. Bon, le système français peut-être ne correspond pas à ce que je suis en train de dire, quoique on a aussi dans notre histoire un modèle impérial qui a existé, peut-être pas très longtemps, enfin qui a existé, mais d'une manière générale, effectivement, c'est la cohabitation des communautés qui veut dire quoi? Par exemple, le terme liberté, j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Le mot liberté, on dit la liberté, c'est la liberté de chaque communauté, pas de chaque individu, de chaque communauté à exister au sein d'un ensemble, d'un espace, sans gêner les autres communautés. Ce n'est pas une question d'individu. De même que liberté, égalité, fraternité, pour moi, ça renvoie à un monde où il y a des communautés qui doivent cohabiter. C'est pas le problème n'a jamais été le problème des individus. Ça a toujours été le problème des communautés. L'individu ne faisant partie, n'étant qu'un élément de cette communauté. C'est une erreur de comprendre cette devise comme une devise qui nous concerne chacun individuellement. Non, ça concerne les communautés auxquelles les uns et les autres appartiennent. Voilà. Donc, tout cela pour dire que, effectivement, chaque communauté a son autonomie religieuse, culturelle, sexuelle éventuellement, communauté d'âge aussi. Je comprends très bien que des jeunes veulent vivre ensemble quelque part, en tout cas veulent avoir des espaces où ils peuvent se retrouver entre eux, avec la musique qui est la leur, etc. Et ça aussi, c'est une forme d'autonomie. Il ne s'agit donc pas de basculer vers une sorte de mimétisme où j'imite la communauté d'à côté, où la communauté d'à côté se met à mon service, soi-disant, pour me permettre d'aller plus loin. Il faut que chacun se ressource et retrouve en lui-même, la communauté doit se ressourcer en lui-même, un pays, une ville doit se ressourcer sur ses valeurs, sur ses richesses, même celles du sous-sol d'ailleurs, c'est pas trop bien le problème, sur ses richesses historiques, culturelles, minières, et l'individu doit également se ressourcer. Cela dit, effectivement, et je conclurai bien là-dessus, effectivement, il y a la question des automatismes, c'est-à-dire qu'il y a en effet dans chaque... Nous-mêmes, nous devons nous servir, il y a la dialectique âme-esprit, esprit-corps qui me paraît très intéressant. Notre esprit doit se servir, effectivement, de ce qui est en lui-même. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. La question, c'est quand je me sers de ce qui n'est pas en moi-même, de ce qui est extérieur.